Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes vendredi aujourd'hui, notre dernière journée en présence de Claude Olivier qui est venu nous présenter cette très belle aventure vécue par la famille de Dolores, donc le titre du livre, édité chez les Presses du Midi. Bonjour Claude Olivier. Bonjour Nathalie. Donc ce récit, je trouve que c'est effectivement un très bel hommage. Je comprends, vous expliquer en tout début de semaine comment il était né. Le souhait de Dolores de vouloir raconter son histoire pour sa mère. Et c'est vrai qu'à la lecture de votre livre, s'il n'y avait pas eu cette maman au tempérament bien trempé, eh bien, effectivement, on ne sait pas si Dolores aurait réussi à survivre à cet accident. Et je trouve que c'est vraiment un bel hommage de Dolores à sa maman, quoi. Alors, on disait hier, c'est une histoire de famille. Hein, Dolores a été le centre vital de la famille au prix de sacrifice de tout le monde. Mais c'est aussi une aventure collective, au-delà de la famille, avec un élan de solidarité du village où ils habitaient à l'époque, surtout quand la facture est tombée. Ah oui. Je vois à quoi vous faites allusion, oui. Parce qu'effectivement, quand quand la facture de l'hôpital est arrivée, il y a le montant en francs, ramené en euros, ça fait une coquette somme quand même. Ah oui. Bah oui, ils se sont retrouvés avec une dette assez incroyable, parce que il y a eu la couverture un peu de la sécurité sociale, mais ça ne suffisait pas. Et donc, quand Dolores est partie, il a fallu payer. Antonia, elle a dû rencontrer le comptable de l'hôpital qui lui a dit maintenant vous devez tant. Il restait quand même un quart voilà. Des 400 000 francs à payer, quoi. Voilà, c'était qu'elle n'avait pas. Et donc, c'est deuxième coup dur, enfin pas deuxième coup dur, parce que les coups durs, ils tombaient en cascade, mais nouveau coup dur, disons. Et donc, elle rentre chez elle à Caen-la-Source, à l'époque, la famille habitait à Caen-la-Source, Primitivo, petite commune là aussi, dans la région aussi de Brignoles. Et puis, elle en parle à la postière, qui est espagnole, d'origine espagnole comme elle, et qui lui dit « Ah oui, écoute, je vais t'arranger ça, je vais en parler à l'adjoint au maire et tout. » Bon, puis c'est parti comme ça. Toujours est-il que cette somme, qui était considérable, a été payée par la commune. Ce qui est comme acte de solidarité, c'est absolument incroyable. Donc, effectivement, le complément a été payé par la commune. Mais ça rentre bien dans l'esprit, si je puis dire, dans la continuité de l'esprit de ce livre. Parce que, pourquoi j'ai été captivé par ce sujet ? Et nous avec ? Oui, mais tant mieux. Donc, c'est parce que, si vous voulez, à travers ce livre, ce sont tous les aspects positifs. C'est d'abord le courage, c'est extraordinaire, de cette maman. Donc le courage qui est prête à tout faire, à prendre tous les risques possibles et inimaginables pour sauver son enfant. Donc l'aspect du courage. L'aspect de la solidarité, comme vous venez de l'expliquer, parce que même si c'est pas facile, il y a toujours des petites tensions quand on arrive dans un village comme ça, et puis on les appelait les Espagnols, parce que c'était quand même, il y avait pratiquement pas beaucoup d'Espagnols dans ce coin, c'était surtout une émigration italienne. Donc, c'était pas évident d'accepter, d'être intégré. Et donc, ce deuxième aspect qui m'a intéressé, c'était aussi de voir cet aspect d'émigration et d'installation de cette famille espagnole qui vient s'installer dans ce pays, et non seulement vient s'y installer, mais vient aussi y réussir sa vie. Parce que, on voit à la fin du livre que cette famille-là, maintenant, elle est connue, reconnue, et que ils ont des vignes, mais à quel prix ? Au prix de quel combat ? Mais
grâce aussi à toute cette solidarité. Donc c'est la solidarité de la commune de Caen-la-Source qui va dire je paye l'hôpital. C'est aussi cette solidarité de l'art, de l'homme de l'art qui était le chirurgien Jacques Dore, qui ne les a pas laissés tomber, qui a suivi et qui a toujours été là et qui l'a sauvé, qui a sauvé Dolores. Cette solidarité aussi de la municipalité de Garéoult qui à un moment donné dit bon bah écoutez, puisque Dolores veut monter son salon d'esthéticienne, mais qu'elle n'a pas de moyens, parce que là, Antonia, là aussi, est allée dire au maire, mais moi, je peux pas lui payer un salon, comment voulez-vous qu'elle s'installe, j'ai pas d'argent, etc. Le maire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah, écoutez, on va vous trouver un local, et il va trouver un local pour que Dolores commence à ouvrir son premier salon d'esthéticienne à Garéoult. Et pour payer la location, parce qu'il ne faut pas faire quand même de l'abus de bien social, et qu'il n'y avait pas non plus de favoritisme à faire, mais l'aide, oui, mais le favoritisme, non, vis-à-vis du reste de la population. Qu'est-ce que va faire le maire? Il va lui dire, bon, bah écoutez, Antonia, bon, ça ne se ferait plus aujourd'hui, ça. On va prêter le local, on va vous mettre un local à votre disposition pour que votre fille puisse créer son salon. Et vous viendrez tenir la conciergerie et faire du ménage à la mairie. Et donc, c'est comme ça qu'elle payait le local de sa fille Dolores qui ouvrait son premier salon d'esthéticienne. C'est tout cela, si vous voulez. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à travers ces personnages-là, il y a tout ce que je viens de vous dire, le courage, l'immigration, mais l'espoir aussi. Et puis, le résultat, c'est-à-dire, c'est pas tombé tout seul, mais c'est arrivé. Et qu'au bout du chemin, il y a quand même aujourd'hui le fait qu'il y a une famille qui s'est implantée, qui a réussi, qui vit et qui est devenue maintenant plus provençale que les Provençaux. Et c'est vrai que ça a été sur ce long parcours qu'a été cette aventure, ça a été beaucoup de mains tendues, mais pour cette famille, il y a quand même deux maîtres mots, bien évidemment, qu'on retrouve tout au long de deux maîtres mots, des valeurs, c'est la foi et le travail. Oui. Ce sont des gens qui travaillent oui. tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est le week-end, c'est quand il y a besoin d'un coup de main. Elle travaille tout le temps, Antonia, tout le temps. Ouais. Vous pensez à l'Aioli? Oui, pour 200 personnes. Là, pour 200 personnes. Voilà, au pied levé, c'est cette femme... Pendant tous les week-ends, pour pouvoir boucler le budget et acheter des livres. Et acheter des livres. Parce que cette femme qui ne sait ni lire ni écrire, avait comme vertu cardinale pour ses enfants l'instruction. L'instruction. Et donc, l'investissement. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle ne parle pas français, mais elle faisait acheter des livres avec l'institutrice du coin pour que ses enfants lisent. Mais tout ça, ça coûte cher. Et donc, pour pouvoir payer tout ça, payer le quotidien de cette grande famille et tout, Primitivo, lui, il travaillait à la vigne. Mais bon, c'est pas non plus... il comptait pas ses heures. Des grands salaires et il comptait pas ses heures. Et donc, elle, il fallait bien aussi qu'elle apporte aussi en plus. Donc, elle a toujours travaillé en plus. Soit elle allait faire des ménages, soit elle allait aider les personnes âgées. Et puis en plus, le week-end, toute la famille était mobilisée pour faire l'Aioli. Alors qu'est-ce que c'était l'Aioli? C'était la grande fête du village. En été, tous les villages, ça c'est très provençal, ils ont une grande fête à des dates précises du mois de juillet ou du mois d'août. On danse, on chante, il y a des défilés, et puis ça se termine par une grande Aioli, qui est la grande spécialité provençale de la morue, avec les crevettes et tout ça, enfin bon, et puis cette fameuse mayonnaise qu'on appelle l'Aioli. Mais c'était une Aioli où il y avait 200 personnes au grand banquet. Et bien qu'est-ce qui faisait l'Aioli? C'était encore Antonia, Primitivo, Dolores, et tout le monde était mobilisé pour préparer l'Aioli des grandes fêtes. Et donc, tout doucement, ils se sont fait connaître, et pendant tous les week-ends, ils allaient dans les villages faire des Aiolis des gens, voilà. de la population. C'est le travail, quoi. Ouais, absolument. Et c'est vrai que même s'il y a eu, comme on disait, des actes de solidarité, des mains tendues, ils ont eu des rencontres... De bonnes rencontres, des rencontres salvatrices sur leur chemin,
mais ça n'a pas fait d'eux des assistés. Je veux dire, toujours au travail, toujours les premiers à s'investir également pour aider. Enfin, ils ont redonné tout ce qu'ils ont reçu, en fait. Ah oui. Et ça continue, c'est toujours pareil. Ils pourraient très bien se dire maintenant, ça y est, Dolores, elle pourrait se dire, ça y est, je lève le pied. Non, pas du tout. Elle a reconnaissance éternelle. Ah ouais, elle a acheté un beau petit magasin maintenant, elle a un beau magasin où elle vend ses produits, mais elle continue de faire ses produits artisanaux. Elle continue à éplucher tous ses fruits l'été, etc. Et non seulement elle le fait, mais Antonia est toujours là pour l'aider aussi. Et c'est elle qui va l'aider. Il y a aussi Pieda qui vient donner un coup de main. Toute la famille, vous me disiez, pour remplir les petits pots, etc. Pour continuer à travailler et à développer l'affaire. Pendant que le mari et le fils, eux, développent les vignes. C'est un esprit de famille qui a trouvé certainement ses racines avec l'accident de Dolores, oui. Mais qui aujourd'hui encore, d'ailleurs votre livre, ça se clôt sur un grand repas de famille, oui. Où on imagine qu'il y a tous les ans où régulièrement ils se retrouvent. Toute la famille, oui. Même ceux qui sont loin, même ceux qui ont fait la guerre, ils se retrouvent. Ça a soudé aussi cette famille, oui. Quoi. Oui. C'est très, très, très surprenant de voir. Alors peut-être aussi parce que, si vous voulez, c'était, comment dirais-je, quand ils sont arrivés, ils étaient seuls quand même. Alors il y a eu de la solidarité, mais c'était, comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait pratiquement pas d'Espagnols dans le pays. Et ils ont été les premiers Espagnols. Donc ça resserre les liens, ça aussi, hein, y compris entre eux, et y compris avec les quelques Espagnols qui étaient un petit peu autour quand même, dont la postière de Camp-la-Source. C'est des gens que vous voyez toujours ? Ah oui, bien sûr. Je vais toujours acheter mes tapenades et mon enchoyade. Et comment ils ont accueilli ce livre ? Très, 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 avec une très forte émotion. Très, très grande émotion. Ça m'a très surpris, beaucoup surpris. Varmatin a consacré 2 pages spéciales au livre. Ils n'en revenaient pas. Ils étaient très, très émus. Mais, comment dirais-je, de l'émotion, mais pas de l'orgueil, ou pas de... Non, c'était, bon, voilà, C'était ça que voulait Dolores pour sa mère. Voilà, c'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est que le plus grand plaisir de Dolores, la grande satisfaction de Dolores, c'était sa mère. C'était pour sa mère. Je vous dis, à un moment donné, je me suis dit, je l'appelle Dolores, mais j'aurais dû l'appeler peut-être Antonia. Ou Antonia et Dolores. Ou Antonia et Dolores, oui. C'est vrai qu'elle avait trouvé en votre plume celui qui était le mieux à même peut-être de rendre à sa mère l'hommage qu'elle voulait lui donner. Oui. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle ne sait pas lire, je vous l'ai dit. Et c'est sa petite fille, Anaïs, qui lui a lu le livre. Et ah bon, qu'elle disait, ah bon, ben, je peux pas l'imiter, hein. Mais après ça revient à ça. Ah bon, j'ai dit ça. En tous les cas, c'est vrai que c'est ce livre, donc ce récit de famille, se lit vraiment comme un roman, avec sans jamais nous égarer, même quand vous parlez de toutes ces opérations, de son état de santé quand elle arrive à Marseille. C'est vrai qu'on est embarqué dans cette histoire de famille. Quand on leur ferme, on a l'impression que ce sont nos amis aussi, que ce sont des amis de la famille. Que si on descend en Provence, on pourrait aller débarquer et dire « Oh, mais je vous connais bien !» Et c'est vrai que c'est... dans la veine de ce que vous avez déjà écrit, hein, moi ça m'avait fait le même effet avec Ombre rebelle et même Yves Rocher plutôt, pas Jacques Rocher. On sent que vous aimez vos personnages et ça transpire dans votre écriture et on le sent à la lecture, quoi. On ne peut que les aimer, nous aussi. Je crois que ce que j'aime à travers ces livres, et pourquoi je fais ça, c'est parce que c'est l'humain. Un journaliste s'intéresse à l'humain, et donc je prolonge un petit peu le métier que j'ai eu à travers ces livres, parce que je retrouve l'humain et que c'est lui qui me captive. Alors, après Dolores, vous allez nous régaler avec qui ? Je vous vois venir. Parce
que j'imagine que tout bon écrivain que vous êtes, il y en a toujours un sous le coude. Oui, je croyais que celui-là allait être le dernier. Je ne sais pas pourquoi. Et puis je sais pas si c'est le Covid qui m'a remis enfin le confinement et tout ça. Je me suis dit, mais faut s'occuper. Il faut que je m'occupe, je ne vais pas rester comme ça. Et donc là, je refais un roman. Là, c'est plutôt un roman, mais qui s'inspire un peu de personnages que j'ai connus, d'un vécu, beaucoup de personnages connus que j'ai connus. Et que du coup j'en ai fait une fiction. Je ne sais pas si l'éditeur retiendra le titre, mais en gros ça serait La plume et le remords. Donc ce sera la suite dans la prochaine émission. Ah ben peut-être, si un éditeur me fait l'honneur d'accepter mon ouvrage. Je n'en doute pas. Enfin, je l'espère en tous les cas. En tous les cas, merci beaucoup. Pour être venu nous voir et nous parler de Dolores et de sa famille, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Ce fut un plaisir, et puis de lecture. Réciproque, pour tous les cas, de vous rencontrer. De lecture et puis de rencontre, bien évidemment. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain roman. Donc. On croise les doigts. Voilà. Merci beaucoup, et puis à bientôt. Merci Nathalie. Claude Olivier, Dolores. Antonia l'ignore, mais elle a confié sa fille à une sommité respectée de ses confrères. Un homme généreux, passionné, engagé dans l'humanitaire, notamment auprès des enfants malgaches. 1 à 2 mois par an, il se rend à Tananarive en emmenant le plateau technique de Salvatore pour opérer sur place. Il accueille aussi à Marseille de jeunes patients de l'île lointaine qui nécessitent un suivi plus approfondi. Et il est fréquent qu'il les héberge ensuite à son domicile quand ils sont en convalescence. Le professeur a raté sa première vocation. Il voulait se lancer dans le théâtre. Après réflexion, il a préféré le billard aux planches. Dans un choix comme dans l'autre, l'amour des gens le portait. Aussi, se donne-t-il à fond dans ce qu'il entreprend. Même le dimanche matin, avant de rejoindre sa résidence secondaire de Garéoult, dans le Var, il s'arrête à l'hôpital pour visiter les patients, tandis que ses garçons et filles l'attendent dans la voiture. Non dénué d'humour, il se trouve à l'aise dans toutes les couches de la société, sympathise aussi bien avec les pêcheurs et les agriculteurs qu'avec les représentants de la haute bourgeoisie locale. Patron dans son service, il sait prendre de la hauteur tout en restant simple. Dans le civil, ses meilleurs moments sont ceux qu'il occupe à bricoler en salopette dans sa villa sur les hauteurs de Garéoult. Jacques Dore a créé en 1950 le service de chirurgie thoracique de Salvatore. Il opérait en moyenne 5 à 6 malades par jour et était considéré dans sa partie comme l'un des pontes en France. La chirurgie thoracique était une spécialité complexe qui regroupait des pathologies multiples, le poumon, la plèvre, le médiastin, la trachée, la paroi thoracique. Paradoxalement, celle de l'œsophage n'entrait pas dans son domaine. Pourtant, à Marseille, il était souvent obligé d'intervenir sur des accidentés adultes qui avaient absorbé l'eau des olives. Près de 60 années plus tard, son fils Philippe, devenu pneumologue, se souvient de son père qui s'était passionné pour sauver la petite Dolores. Mon père, Jacques Dore, avait beaucoup pratiqué de plastie pré-thoracique. À ses débuts, il n'existait pas d'autres moyens que ces techniques. Mais elles présentaient aussi beaucoup d'inconvénients. On plaçait sous la peau, devant le sternum, un morceau d'intestin à la place de l'œsophage. C'était un procédé inesthétique et gênant. Il fallait pousser les aliments avec le doigt. La vie était sauve, mais lourde à supporter. Heureusement, à partir des années 1950, un nouveau procédé, l'intrathoracique, allait être généralisé. Il s'agissait de reconstituer l'œsophage in situ. Autrement dit,
Il fallait remonter une partie de l'estomac dans le thorax et refaire le diaphragme en déplaçant un morceau de côlon avec artères et veines. Imaginez combien cette opération pouvait être délicate, déjà chez un adulte, a fortiori sur un enfant de 3 ans. Mon père plongeait dans l'inconnu. Il avait compris qu'il fallait attendre que l'enfant ait repris du poids avant chaque intervention et il devait aussi tenir compte de sa croissance. Cela exigeait un temps fou. Jacques d'Or aimait inventer, initier. Mais il répétait qu'il n'y arriverait que si sa petite malade était volontaire et sa maman patiente. Il savait qu'il engageait une épreuve de force, un travail titanesque. Cette opération, l'une des premières du genre, deviendrait à Salvatore l'opération fétiche de Dolores. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.